Marcel Cabon est une figure emblématique de la littérature mauricienne. À travers ses écrits, il a évoqué avec éloquence l'histoire, l'identité et les problèmes sociaux de l'île Maurice. Plusieurs de ses textes ont pendant longtemps été oubliés, cachés entre les pages des journaux qui n'existent plus. Aujourd'hui, Robert Furlong, en collaboration avec l'Atelier des Nomades, a rassemblé tous les textes de Marcel Cabon et les a publiés en 4 tomes. Dans cet épisode de Mots et écrits, il va nous parler de Marcel Cabon, mais aussi de cette collection de textes que cette légende de la littérature a publiée. Marcel Cabon, vous l'avez connu vous-même personnellement. Est-ce que vous pouvez nous partager votre première impression de ce grand personnage? Écoutez, je crois que ça a été un cadeau dans ma vie d'avoir l'opportunité de le côtoyer pendant assez longtemps, pendant quasiment une année. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Cabon, un peu comme tous ces écrivains mauriciens, était un peu vagabond, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas rester trop longtemps dans le même endroit. Il avait habité à Petite-Rivière, il avait habité ensuite à Port-Louis, ensuite il avait été habité à côté de Crèvecoeur. Il avait été habité à Beaubassin, et puis un jour, il vint habiter à 50 mètres de chez moi, à Kirkby-Road, dans une impasse. Nous, au bout de l'impasse, et au milieu de l'impasse, Cabon, à 50 mètres de chez moi. Je devais avoir 13-14 ans à l'époque. Et Cabon avait un problème à ce moment-là de santé, un problème de cholestérol, et son médecin lui avait dit: ah, surtout Marcel, il faut marcher, marcher, marcher. Le seul médicament, c'est marcher et faire des régimes. Alors donc pour marcher, il n'aimait pas marcher seul. Et donc il m'avait repéré et il est venu voir ma mère. Il se connaissait, hein, donc il est venu voir ma mère et il a dit à ma mère: est-ce que Robert peut venir marcher avec moi? Alors ma mère a dit: ben, s'il a fini ses devoirs, oui, il peut venir marcher avec vous. Et donc voilà, 3 fois par semaine, sa fille Jacqueline conduisait la voiture. À l'intérieur de la voiture, il y avait Marcel Cabon et moi-même. Et on allait sur la route de Piton du Milieu. Il y avait beaucoup moins d'embouteillages à l'époque, il y avait beaucoup moins de voitures sur les routes. Donc en 5 minutes, on était sur la route de Piton du Milieu. Et Jacqueline s'arrêtait, Marcel et moi on descendait et on marchait. On marchait pendant 20 minutes, 25 minutes, les premiers temps, et puis progressivement un peu plus. Et voilà. Alors, est-ce que je réalisais vraiment l'importance de ce cadeau-là? Je ne sais pas. De temps en temps, j'essaie de comprendre, de me rappeler de ce qu'il me disait. Il avait une voix très agréable et il était capable, en regardant un cocotier ou en regardant un papayer, de tout d'un coup commencer à faire une description poétique de ce qu'on voyait. Alors moi, je ne comprenais pas toujours. Mon premier problème, quand ma mère m'avait dit: tiens, tu vas te promener avec Marcel Cabon, c'est: mais est-ce que je parle la même langue que lui? Dans le sens où, gamin, 14 ans, 15 ans, mon niveau de français, je connaissais quoi, 200 mots, 300 mots peut-être. Et lui, Cabon arrivait, il avait dans sa tête 5000 mots ou 10 000 mots, j'en sais rien. Et donc, ma première peur, c'était de ne pas savoir, de ne pas comprendre ce qu'il me disait, donc de ne pas pouvoir répondre. C'est vite passé parce qu'il était très gentil, très sympathique. Et puis moi, je notais dans ma tête les mots que je n'avais pas compris. Comme ça, quand je rentrais à la maison, je prenais les dictionnaires et je cherchais. Mais je ne savais pas toujours comment les écrire, les mots. Donc, parfois, je cherchais à côté et je ne trouvais pas la signification. Mais ça a été une expérience très riche. Et probablement, mon intérêt pour la littérature, qui était déjà là, qui était déjà un petit peu existant, probablement ça a été décuplé par cette rencontre avec Marcel Cabon. Et selon vous, quelles ont été les réalisations ou les contributions les plus importantes de Marcel Cabon à la société mauricienne, à la littérature mauricienne surtout? Alors, sa contribution pour la littérature mauricienne est énorme. Je crois qu'on a une dette envers lui, parce que il a vraiment fait une contribution majeure. Cabon commence à écrire à l'âge de 19 ans. Il écrit un conte qui est primé d'ailleurs, il reçoit le prix de la Société littéraire de Maurice, et puis il se met à écrire des poèmes. Jusqu'à 1940-1950, il écrit des poèmes essentiellement. Et puis après, il va se mettre à écrire des contes, parce que dès qu'il est embauché dans le quotidien Le Mauricien, il se met à créer des séries de contes.
C'est comme ça qu'il va créer une série qui va s'appeler Cahiers deuxième. C'est une vingtaine de contes qu'il va écrire sur des personnages qu'il a rencontrés dans sa jeunesse à Petite Rivière, qu'il va appeler lui Brunepaille dans son imaginaire. Il va écrire une série de contes aussi qu'il va appeler les contes de Brunepaille. Il va euh, donner des portraits de Mauriciens de village. Il ne va pas aller chercher des modèles de bourgeois ou de gens ayant de gros moyens. Il va lui donner un portrait des gens de l'île Maurice de base qu'il va rencontrer dans ses promenades à travers Petite Rivière et petit à petit à travers d'autres endroits qu'il va visiter. Et donc dans le Mauricien, il va contribuer comme ça, tant qu'il est rédacteur en chef du Mauricien, il va contribuer un nombre considérable de contes extrêmement bien écrits, très poétiques. Et puis après il va aller travailler pour le journal Advance, le journal pro-indépendance. Et là, il va se pencher sur les habitants des villages. Quelque part, moi je dis que Cabon a révélé l'Inde mauricienne aux Mauriciens. Parce que les Mauriciens, en général, ne s'arrêtaient pas dans les villages. Ils ne savaient pas comment ça vivait. Ils ne savaient pas quelles étaient les valeurs, les traditions, les contes, comment la société s'organisait. Il y avait une espèce d'ignorance pour des raisons sociopolitiques, historiques, que bon, je ne raconterai pas ici. Mais donc Cabon a révélé que les gens vivaient de telle façon, il y avait tel code d'honneur, il y avait tel code d'éducation, et que la vie dans les villages était une vie extrêmement riche. Alors, quand vous ajoutez tous ces contes, il y en a 80 à peu près, que j'ai relevés dans la presse, dans ma recherche, vous ajoutez ça au roman qu'il a écrit. Il a écrit 3 romans, dont un n'avait jamais été publié en livre, c'est nous qui le publions là dans cette collection de 4 volumes. Donc vous ajoutez ces 2 romans, plus les nouvelles, extrêmement riches aussi en enseignement et en poésie. Vous ajoutez cela aux biographies. Il a écrit 3 biographies. La biographie de Ramgoulam, père, la biographie de Rémi Ollier, la biographie de 2 hommes politiques, Laurent et Rivette. Ensuite des essais, le récit de son voyage en Inde, le rendez-vous de Lucknow, et quelques autres essais que j'ai retrouvés à gauche et à droite. Ben, ça vous fait 4 volumes et de quoi lire pendant 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce projet a-t-il débuté? Alors, bon, là, c'est vrai que Cabon n'est plus réédité depuis assez longtemps. Et quand un auteur n'est pas réédité, euh, soit ça veut dire que le public ne s'intéresse pas, soit ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas assez à l'auteur pour le rendre disponible au public. Je crois que le lectorat de Cabon existe. Il y a des gens qui veulent en savoir plus. Ils ont peut-être à l'école étudié Namasté de Cabon, ou ils ont étudié le Brasse au vent. Des gens veulent savoir ce que Cabon a écrit. Et l'atelier des nomades que dirige Corinne Fleury a eu une excellente idée. Et quand ils m'ont contacté en me demandant est-ce que je peux coordonner et faire cette recherche, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était un beau cadeau qui me revenait finalement presque 60 ans plus tard. Justement, comment se sont déroulées les recherches derrière ce projet? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Alors l'avantage, c'est que j'avais certains textes. Euh, Depuis très longtemps, mon père est un collectionneur de livres. Bon, certains manquaient. Et donc j'ai été à la Bibliothèque nationale. Et je peux dire que la Bibliothèque nationale a été vraiment d'une aide extraordinaire, d'une disponibilité aussi pour les livres que je n'avais pas, mais également pour les journaux que j'ai pu consulter là-bas. J'ai consulté donc, comme je le disais, plusieurs années du Mauricien, plusieurs années de Advance, des revues littéraires et quelques ouvrages qui n'étaient pas à la Bibliothèque nationale. J'ai été à la Carnegie à Cœur-Pipe et finalement. Alors, est-ce que la recherche a été difficile? Non, elle a pris du temps. Toute recherche prend du temps, parce que si on veut bien faire cette recherche-là, il faut prendre son temps, il faut feuilleter 360 jours de journal par an avec sa poussière, avec ses morceaux de papier qui se déchirent, avec tout ce qui peut arriver, mais le tout c'est de s'appliquer. euh,
et être intéressé par sa recherche, se poser des questions au fur et à mesure de la recherche, et se dire, tiens, tel personnage, qui a pu être son modèle à tel moment, tel poème comme Kélibé Kéliba, dont on parle beaucoup, quelle a été sa genèse, qu'est-ce qui était à l'origine. Par exemple, je découvre que Kélibé Kéliba, qui est un poème qui a été monté en spectacle, un très très beau spectacle, on a toujours dit que c'était le souvenir malgache de Marcel Cabon. Mais Marcel Cabon, lui, il raconte qu'il a créé ce poème-là en 51 et que c'est parce qu'il avait acheté une nouvelle machine à écrire, portative. Et donc, il a mis la machine à écrire là, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais taper pour baptiser la machine. Le son est venu dans sa tête, Kélibé, Kéliba, il a commencé Kélibé, Kéliba, et puis il a continué à taper, tac, 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 et au bout de 10 jours, le poème était écrit. Et à vous entendre parler, on peut se dire que Marcel Cabon était un vrai génie de la littérature mauricienne. Selon vous, quels ont été les impacts des créations ou des œuvres de Marcel Cabon sur la société mauricienne? Oui, il faut bien se dire que Marcel Cabon a su rassembler autour de lui beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes qui étaient ses amis. Je prends quelques exemples. Bon, déjà, euh, Robert Noir était déjà très âgé par rapport à lui, mais il faisait partie du cercle de Marcel Cabon, de même Raymond de Kerverne, qui était poète. René Noyau, qui signait Jean Hérenne et qui était un farceur de la première espèce, et il faisait des coups ensemble par rapport aux écrivains. Il y avait tous les écrivains, De Cotter, Pierre Renaud, et il rassemblait tout ce monde-là. Il avait un esprit rassembleur. C'était quelqu'un de tellement jovial, sympathique, intéressant, intelligent, euh, que sa compagnie était agréable. Donc, ça a été facile pour lui de rassembler les gens. La dernière maison où il a vécu, par exemple, à Pointe-aux-Sables, juste sur la pointe de Pointe-aux-Sables, à l'arrière, il avait fait construire un amphithéâtre. Et une fois par mois, il faisait des rassemblements, des poètes, des gens de lettres, des hommes de théâtre, des acteurs, etc., qui venaient là et bon, chacun racontait qu'est-ce qu'il avait écrit récemment, quel poème il avait composé. Un acteur comme Luc Legris, dont on parlait beaucoup, venait déclamer des poèmes. Il faisait des soirées comme ça, culturelles et littéraires, et c'est vraiment tous ses amis qui étaient autour de lui. Donc ça veut un peu dire l'impact qu'il a pu avoir. Et puis, les gens appréciaient son écriture. C'est une écriture très, très libre, très riche, un vocabulaire extrêmement développé et très poétique en même temps. Euh, Quand on lit Marcel Cabon, on le lit forcément avec le sourire. Pour revenir aux collections de textes de Marcel Cabon que vous venez de lancer, cette collection est divisée en 4 volumes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de chaque volume? Absolument. La première question posée était l'ampleur de l'œuvre. On partait avec l'atelier des nomades, l'éditeur, sur la question comment les répartir. Donc mon premier travail a été de me dire comment classifier tout cela. Et, et évidemment, la poésie, c'était forcément le premier volume, parce que c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière littéraire. Et donc nous avons rassemblé tous les textes poétiques, environ 60 poèmes. Non seulement les 4 recueils qu'il a lui-même publiés en 1931, 32, 33 et 34, si ma mémoire ne fait pas défaut, mais aussi les poèmes qu'il a publiés par la suite dans les journaux, dans le Mauricien et dans Advance, et dans quelques revues littéraires. Et ça, déjà, ça fait un volume. Le deuxième volume, forcément, ce sont les contes. Et là, nous avons rassemblé 80 contes à peu près, hein, en gros, hein, je dis ça de mémoire, que nous avons rappelés en ordre chronologique. Parce que c'est important, ça montre son évolution, l'évolution de l'auteur lui-même à travers les âges, à travers le temps. Alors, le troisième volume rassemble les nouvelles, il y en a 4 ou 5, et les romans. Donc 3 romans, Namasté, qui est bien connu, Brasse au vent, qui est un peu moins connu, et surtout La Séraphine. Alors je vais parler tout petit instant de La Séraphine. La Séraphine est un roman qui a été publié par épisode en feuilleton à Madagascar.
parce que Cabon a été vivre à Madagascar en 1947, ça n'a pas très bien réussi parce qu'il est revenu après, mais en 1947, il écrit La Séraphine à Madagascar et il le publie en feuilleton dans Tana Journal. Et depuis, ben, à part les quelques personnes qui avaient pu lire ça en 1947, personne ne l'avait lu, personne ne connaissait même le texte. Grâce à un ami chercheur, Vikram Ramarai, ancien cadre du MIT, qui lui avait fait cette recherche en France dans une bibliothèque, nous a donné le texte qu'il avait recopié. C'était sa contribution à ce troisième volume, et on a pu donc offrir aux auteurs mauriciens ce texte qu'on peut appeler inédit, en fait. Ensuite, il y a le quatrième volume. Le quatrième volume, c'est le plus épais. C'est celui où il y a toutes les biographies. Euh, et c'est intéressant de voir que, par exemple, la première biographie de Ramgoolam, Siousaga Ramgoolam, donc père de l'indépendance, que Cabot a publiée, s'appelle Biographie de Ramgoolam. La deuxième biographie, très importante, c'est Rémi Ollier. Rémi Ollier, champion de la démocratie, le peu qu'il y en avait au début du XIXe siècle, et qui revendiquait des droits des métis à l'époque qui étaient privés de leurs droits civiques. Et il a fait une biographie extrêmement documentée, extrêmement bien construite. Et puis il y a sa fameuse découverte de l'Inde. Cabon est invité à visiter l'Inde par le gouvernement de la Nouvelle-Delhi et il fait un périple d'à peu près un mois en Inde et il va dans tous les lieux où il y a des artistes, des gens de culture, des créateurs, des écrivains et notamment, bien sûr, lui qui est un amoureux de la poésie et un amoureux de Rabindranath Tagore, il va à Shantiniketan. Il n'y avait pas d'étudiants à ce moment-là à Shantiniketan, il n'y avait pas d'enseignants, mais il y avait l'esprit de Rabindranath Tagore, premier prix Nobel indien, 1912-1913, ça correspond à l'année de naissance de Marcel Cabon. Et Marcel Cabon décrit Shantiniketan et on a l'impression que Tagore est là. On a l'impression que Rabindranath Tagore est là derrière les arbres, dans les champs, etc. C'est vraiment un texte peu connu des Mauriciens, le rendez-vous de Lucknow, mais à connaître dans cette collection que nous publions. Sachant que vous l'avez connu, maintenant vous êtes repassé sur tous ces textes pratiquement toute sa vie. Y a-t-il des aspects de la vie, des œuvres de Marcel Cabon qui vous ont personnellement inspiré? Je crois qu'il y a sa conception de l'humanisme de Cabon. Je crois que Cabon est un homme qui a une confiance absolue dans tous les êtres humains qu'il rencontre. Il voit en chacun sa meilleure qualité plutôt que son plus vilain défaut. Même si c'est quelqu'un qui a des défauts apparents, il va voir derrière tout cela, il va voir l'être humain derrière, l'homme bon et l'homme qui peut apporter une contribution à, pas forcément la société dans son ampleur, mais au village. Il raconte par exemple, par rapport à Petite Rivière, il raconte l'histoire d'un gars un peu simplé, hein, un gars qui n'a pas toute sa tête. Mais derrière ce garçon, avec toutes ses maladresses, son côté handicapé, derrière ça, il y a une âme. Et c'est cette âme-là que Cabon veut manifester, même s'il fait des bêtises, même s'il va renverser le sac de riz qui est devant lui par mégarde, tout le riz va se répandre par terre, c'est pas grave, ça fait partie de sa personne, mais son âme est pure. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'essentiel chez Cabon. La foi dans les êtres humains et la conviction que tout être humain peut gommer ses défauts s'il le veut, s'il le souhaite, parce que la communauté veut de lui des choses qui ne sont pas dans les défauts, mais qui sont plutôt dans les qualités. Sur cette note, je vais vous demander pourquoi est-ce que vous encouragerez le public mauricien, les amoureux de la littérature, de découvrir ces textes que vous venez de rassembler, de publier. Alors, moi je crois que Cabon est un pilier de l'âme mauricienne, dans le sens écrivain. Hein.
d'autres conteurs, d'autres romanciers ont parlé un peu de la campagne, ont parlé de la vie à la campagne, d'autres que Cabon. Mais la plupart d'entre eux n'avaient pas vécu dans la campagne. Beaucoup ont une vision un peu carte postale ou une vision de l'extérieur. Cabon, lui, il ne parle que de choses qu'il a vécues dans sa chair. Il a vécu la pauvreté. Cabon, par exemple, son père meurt, il a 5 ans. Et son père était comme à l'époque. Vous savez, en 1917, on n'avait pas d'argent, on a un métier, 2 métiers, 3 métiers, mais on n'a pas une entreprise derrière soi, une grosse retraite, la veuve n'a rien. Et donc la famille se retrouve dans une situation extrêmement grave, ce qui fait que sa mère décide de partir avec les 3 enfants. Cabon avait un frère et une sœur, et ils vont vivre à Petite-Rivière. Et donc il a connu le besoin, il a connu la pauvreté. À l'âge de 12-13 ans, il va travailler comme excavateur, c'est-à-dire qu'il va aider à créer justement le réservoir de Piton-du-Milieu, et il fallait enlever la terre, creuser et il se retrouve là à travailler. Bon, quelqu'un l'a sorti de là en lui disant « mais c'est pas pour toi, ça, tu es trop fragile, tu es trop frêle, tu es trop jeune, rentre chez toi ». Mais il faisait tous les métiers. Il a été clerc de notaire, il a été dans les douanes, dans les docks. Il a fait plusieurs métiers avant de devenir journaliste. Mais son rêve était toujours de devenir journaliste. Il avait aussi une imagination débordante. À Petite-Rivière, heureusement, il a rencontré 2 personnes. Monsieur Lebray, qui était écrivain, cyclonome, un spécialiste des cyclones, qui l'a fait découvrir la littérature, qui le faisait venir pour lire des textes ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert le conteur Alphonse Daudet, qui était le modèle par excellence de Cabon en tant que conteur. Et Lucien Lebray l'a aidé à connaître les classiques, les auteurs latins, les auteurs grecs, et à développer toute son intelligence, toute sa connaissance culturelle. Et il a rencontré un curé qui s'appelait l'abbé Nérol, qui était un peu inventeur, qui était vraiment un homme qui savait tout faire. Et comme il était enfant de chœur, l'abbé Nérol l'a pris un peu sous son aile protectrice et a aidé à son développement aussi. Donc dans sa pauvreté, il a pu extraire une richesse culturelle grâce à ces 2 personnages qu'il rencontre et qui vont l'aider pour la vie. Et déjà, il rêve à devenir journaliste à ce moment-là, à 11 ans, 12 ans, il rêvait de cela parce que tout ce monde, il créait déjà, il inventait déjà des situations propres à un journaliste. Il y a un arbre dans le pré et tu ne le savais pas. Viens vite, il y a un arbre dans le pré, un arbre à regarder, un arbre à écouter, un arbre à aimer. Un arbre couleur d'arbre et de jour, avec du soleil plein les cheveux et de la mousse jusqu'aux épaules. Il y a un arbre dans le pré, un arbre avec des fruits à manger, des fruits de sel, des fruits de soleil et de terre ancienne. Il y a une grande joie sur la terre. Il y a un arbre dans le pré. Il y a un arbre comme une femme, avec des lenteurs de femme, avec des silences de femme, avec des bruissements de femme, avec des sommeils et des cris, avec des mouvements de hanches. Il y a un miracle dans le pré. Il y a un arbre dans le pré. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.